Sans filtre avec Elisa Calvi. Bonjour Jess et bienvenue sur les Sans Filtre, les podcasts Sans Filtre d'Elisa Calvi. Tu es mon premier invité et c'est un honneur que tu me fais, donc merci d'être là. Merci de ton invitation Elisa. En fait, je souhaitais, dans un premier temps, échanger avec toi comment toi, en tant qu'acteur, tu vis les backstage, les scènes. Toi qui as travaillé en France mais à l'étranger aussi pour de grosses productions. J'avais envie d'avoir ton retour sur comment se passe la vie d'un acteur, mais aussi comment se passe ta création de contenu, comment tu vis les choses de l'intérieur, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu peux te présenter, Joss ? Alors, Joss Le Scaf, acteur, je dis pas trop producteur, parce que maintenant n'importe qui peut produire, mais on va dire que j'ai produit, dans les grands sens du terme, avec des films qui ont été diffusés sur Canal+, le Premium, donc c'est une vraie production de long métrage, et donc acteur, producteur depuis maintenant 23 ans. D'où vient le nom Joss Le Scaf ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as choisi ? Ah oui, alors à la base, moi, mon métier normal, c'était scaphandrier plongeur. Et entre scaphandrier, quand on parle du plongeur qui est à l'eau, on dit pas le plongeur, on dit rarement le plongeur, on dit plutôt le scaf. Et donc, c'était un clin d'œil au gars de la profession, Joss, parce que mon surnom, en plus, c'était déjà Joss. Et le scaf, c'est pas simplement le scaphandrier, c'est clin d'œil à l'ensemble de la profession des scaphandriers. Le scaf, n'importe qui va le lire comme un nom de famille, entre guillemets, et un professionnel de la plongée, il percute de suite. Il dit, ah ouais, le scaf, quoi. Le scaphandrier, c'est généralement le scaf, c'est le mec qui bosse. On fait attention au scaf, tout le monde est là pour le scaf. C'est vraiment, c'est lourd de sens en fait. Oui, c'est vrai que moi au départ, quand je t'ai rencontré, si tu me l'avais pas expliqué, je l'aurais pas deviné, parce que je suis pas dans le secteur. Ouais. Et aujourd'hui, tu continues à faire un petit peu de plongée ou pas ? Comment ça se passe ? Alors j'ai arrêté. Je vendais des inspections aussi bien sur corde qui se finissaient en plongée dans des endroits milieux d'accès difficiles, en expertise, vidéo, prise de mesure, tout ça, donc super intéressant. Mais ça devenait plus compatible entre guillemets être à un moment, j'arrive en indépendant et la semaine d'après, je viens faire un chantier en tant que simple technicien. C'est une histoire d'argent, tout ça. Ouais. C'était pas crédible. Ça me décrédibilisait, entre guillemets, auprès des sociétés qui m'auraient employé. Et puis après, moi, de plus en plus, j'aspire à passer du temps avec ma famille, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en tant qu'acteur X ? Quel a été l'élément déclencheur ? Qu'est-ce qui a fait que t'as switché entre ce métier que tu faisais et celui actuel ? Alors c'est une peine de cœur. J'étais fou amoureux d'une fille, quoi. Et quand alors je faisais déjà du striptease, j'étais Chippendales. Et en fait, à un moment, entre nous deux, ça va plus, on se sépare. Et moi, j'avais tellement investi, je m'étais tellement investi dans cette relation qu'il y avait vraiment une peine de cœur, mais à côté de ça, il y avait la frustration, parce que je faisais des shows, boîtes de nuit, des privés, des trucs comme ça en tant que stripteaseur, mais je touchais personne, quoi. Ça manquait, ma vie manquait furieusement de sexe. Et je me suis dit, là, maintenant, moi, je me remets pas en couple, par contre, je dis le mot clairement, quoi. Par contre, je vais baiser maintenant, quoi. C'était vraiment ça. Et puis là, on me fait, j'ai un très bon pote qui connaissait un producteur, qui me met en contact, et ainsi de suite. Et donc j'ai pu rentrer dans le domaine assez excuse-moi, j'ai ma femme qui rentre. J'ai pu rentrer dans le domaine de cette façon-là, mais à la base ça partait d'un truc comme ça, tu sais, le côté je veux plus de relations, je veux être tranquille, je veux juste baiser, quoi. Mais du coup, tu dis ça avec une certaine forme de simplicité, mais du coup, comment t'as fait pour rentrer, pour ceux qui nous écoutent, comment t'as fait pour... Oui. À ce moment-là, il y avait vraiment des producteurs qui étaient clairement identifiés, entre guillemets. Et le pote en connaissait un qui avait un magazine, c'était le magazine Interconnexion. Donc lui dit, envoie-le-moi ton pote, je tourne à tel endroit dans Paris, je verrai bien. Et arrivé là, en fait, le gars m'a testé depuis le début, je réalise, après on en a parlé. Il m'a observé comment je me comportais sur le lieu avec les gens que je croisais et tout ça, avant même. Et puis il y avait Mike Angelo et Yasmine qui étaient en train de faire une scène. Et il me dit, tu te mets à côté avec le magazine comme ça. Alors je me mets à côté. Et puis il me dit, tu mets un pouce, quoi. T'as gagné le concours du magazine, c'est toi qui viens voir le tournage. Ok, je fais le truc. Il dit, non, mais tu baisses le pantalon et tu bandes. Et là, je me trouve un peu con, donc je me mets dans un coin. Il me dit, va te faire une santé. Donc c'est en gros, va t'astiquer. Je me suis dit, il y avait une meuf, une photographe qui était là avec son appareil, qui me parlait. Moi, j'étais super gêné. Je faisais même pas de naturisme, pas de nudisme. Le striptease, c'était en nu caché.
Donc j'avais encore vraiment une espèce de pudeur. Et donc j'arrive, je bandouille légèrement. Et là, ils regardent tous, ils arrêtent, ils disent, mais c'est quoi cette taille-là? C'est quoi ce bordel? Et ils me comparent, alors ils disent, ah, c'est le nouveau Joachim Kessef, qui est un pote qui est dans le porn depuis bien plus longtemps que moi. C'est le nouveau Joachim, ah, c'est le Rocco Black. Non, non, c'est plus gros, non, c'est un tel. Allez, c'est bon, t'es dans mon film. Et voilà. Ça a duré, le gag a duré 15 minutes et j'étais pris. Mais là, en fait, avec les années, j'ai appris que cette façon de faire là n'est pas courante. Les gars arrivent avec, en couple ou par Ouais. l'intermédiaire d'une gonzesse, truc comme ça. Mais un gars qui arrive en solo comme ça, c'est extrêmement rare. Bah, j'ai l'impression qu'en ce moment, enfin à l'heure actuelle, ça n'arrive Quand je quasiment suis tout plus. seul. Ouais, ça n'arrive plus. Je suis tout C'est un seul. peu comme à Non, l'époque de non. Clara Morgan, il y avait une élite, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ce métier. Ouais. Et en fait, après, ça s'est démocratisé avec l'arrivée du Covid, où il y a eu beaucoup de nanas qui ont eu besoin d'argent, hein, clairement, faut parler vrai, et qui se sont lancées soit dans la création de contenu, soit pour, entre guillemets, celles qui ont pu le faire en tant qu'actrice dans des prods. Mais Ouais. c'est vrai que avant, il y avait quasiment pas d'actrices et d'acteurs. C'était pas. Oui. Alors, il y en avait, mais c'était compliqué et surtout, il y avait une grosse différence entre les pays de l'Est, enfin le reste du monde entre guillemets, et la France où c'était la France, la fille qui se lançait en tant qu'actrice, il y avait un peu un suicide social, tu vois. Là aujourd'hui, elles sont beaucoup plus nombreuses et on peut prétendre aujourd'hui en France à rester tourné en France et de trouver alors créatrices, actrices. Moi, je fais une différence. Mais malgré tout, tu peux shooter en France Et toute l'année quasiment, si tu veux. est-ce que tu peux nous expliquer la différence que tu fais entre une créatrice de contenu pour adultes et une actrice? Alors, je le vis en ce moment au fin fond de mon âme et de mon cœur et de mon être. C'est qu'en gros, une actrice, elle arrive par l'intermédiaire de production qui lui explique des règles de base par rapport au tournage, le tournage, on va dire la vie en collectivité sur ce tournage. Et en fait, la créatrice de contenu, pour moi, bon, il y a du bon et du mauvais, hein, mais elle arrive dans un truc, elle se lance, et il y a un peu de bonheur la chance, il y a un peu de comment elle aura cogité le truc ou quoi, mais elle n'a pas du tout les mêmes règles et les bases communes. Moi, je veux dire, là, récemment, j'arrive pour shooter, je vais rejoindre créatrice. Il y en a une qui a pas de test, tu vois, et là, je me dis, j'aurais dû l'expliquer. Mais en même temps, si c'était un tournage pro, c'est une évidence qu'il y a des tests, tu vois. Mais je suis obligé de faire un mémo. Le mémo, je sais que le temps de lecture et d'attention des gens, c'est 12 secondes, un truc comme ça. Ouais. Et là, j'ai un mémo qui fait 30 secondes à lire. Donc déjà, j'ai honte de l'envoyer parce que je me dis, ils arriveront pas au bout. Et pourtant, il y a toutes les infos dedans. Et la deuxième me dit, on shoot à partir de 18h. Alors moi, je suis un mec, donc l'énergie masculine, elle est du matin, déjà en règle générale. Je dois être aussi un mec, En règle comme toi, générale. tu sais. Ouais, voilà. Je sais que toi aussi, t'es un peu dans le même truc. Et après, 18h, c'est une heure où généralement, si on est encore ensemble, c'est qu'on va faire soit de la comédie, mais genre on mange ensemble, on boit un verre, mais un truc vraiment dans le confort. Et je suis pas du tout dans une heure où je prétends à faire une performance après une journée complète à attendre, quoi. Donc ouais, il y a ça, il y a plein de trucs où j'arrive, on fait des collaborations. Et puis les filles partent comme une volée de moineaux et il y a personne qui paye sa part de chambre d'hôtel. Alors c'est entièrement pour moi là. Et je me dis, mais ça, en fait, il faut que je le mette là. Donc en fait j'ai bien compris la différence, c'est qu'en fait il y a un professionnalisme en tant qu'actrice qui a souvent moins pour les créatrices de contenu. Et c'est ça qui est un peu dommage, mais c'est là où on voit que c'est un vrai métier. Quand tu viens sur un set, tu viens pas pour baiser, Ouais. tu viens pour faire une prestation, tu réalises, Ouais. tu dois correspondre à une demande, à l'attente du réalisateur, et tu fais pas ce que tu veux, quoi. Moi, après, d'un point de vue strictement organisation technique, il y a des fois, je me dis, j'aurais pas dû y aller. Ouais, j'imagine. Et toi qui as bossé dans pas mal de grosses productions ou autres, est-ce que en tant qu'acteur noir, t'as vécu des discriminations, enfin j'imagine certains stéréotypes liés à ton attribut qui ont pu jouer en ta faveur. Et est-ce que tu as aussi subi des discriminations, si oui, lesquelles? Il y a des discriminations forcément parce que du fait qu'on m'appelle pour la taille et pour le fait que je sois black et tout ça. Mais ça fait mon business, on va dire. Je suis au rayon gros gâteau et puis voilà quoi. Ça me dérange pas qu'on m'appelle gros. C'est rarement arrivé parce que, par exemple, je me souviens, c'était en République tchèque. Tu vois, il y a pas que en France qu'il y a des.
Et en fait, ils me font venir, donc tout est OK. Et après, ils examinent la scène pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voir si ça se vend, parce que c'est la première fois qu'ils faisaient tourner un noir, quoi. C'est en gros, on te fait venir, mais on n'y croit pas, quoi. Ta présence, si on pouvait s'en Ah ouais? passer. Donc c'est resté poli. C'est resté poli, mais c'est pas des gens avec qui on aurait été amis, quoi. Après, plus couramment en France, c'est le rôle de l'Africain en boubou dans la cave. C'était un réalisateur là récemment qui avait voulu faire ça. Puis je me souviens, j'avais lu tout le scénar. Là, c'était un long métrage, un gros truc, hein. Et j'ai lu le scénar et puis il y avait un Brésilien. Et moi, je croyais que j'étais le Brésilien dans le scénario. Et en fait, non, Je vois le truc venir. c'était Michael Cherito qui était le Brésilien, que je salue. C'était lui le Brésilien et moi, j'étais le marabout en boubou, vraiment tenue traditionnelle africaine, qui faisait du maraboutage dans une cave et qui allait donc baiser dans la cave, quoi, tu vois. Et là, j'ai dit non, c'est bon, c'est pas la peine. Tu m'appelles parce que tu veux avoir un nom, mais tu veux me dégrader et me mettre au plus bas, ça marche pas, quoi. Ouais, il y a plus valorisant hein, comme rôle, c'est clair. Tout le monde utilise tout le monde. Et à un moment, si j'ai un minimum de valeur, j'ai pas besoin d'aller la leur donner, quoi. Donc tu as cette liberté-là de pouvoir refuser des scènes. Ah ouais. Oui, Ouais. complètement. Là, aujourd'hui, je tourne que pour moi-même. Et quand on me propose des trucs, il va vraiment falloir me donner envie, quoi. C'est déjà quelqu'un qui me dit ouais, tu viens, on te paye les frais de route et le repas et tout. Je dis bah ouais, mais ça c'est une évidence, mon gars. C'est même pas en négociable, c'est une évidence. Donc quel conseil tu pourrais donner aux femmes par exemple qui se lancent, aux femmes qui débutent dans le métier pour pas se faire avoir par certains mecs? Quel conseil tu pourrais donner au public féminin et au public masculin? Bah c'est pas compliqué. C'est déjà la personne qui vous envoie. Le message, qui vous contacte, déjà voir comment elle vous a contacté, bon, de façon basique. Après, pas de messages vocaux. Moi, j'ai reçu encore des menaces hier par un vocal. Le gars, il me promet là. Enfin bon, bref. Mais tu sais, pas de vocaux, quoi. C'est le vocal, ça se garde, mais c'est une façon de ne pas mettre à l'écrit. Donc déjà, des messages écrits. Arrêtez les vocaux de merde, là. Après, vous allez voir un peu c'est quoi la production, parce que le gars... ouais, c'est une nouvelle production, on est en ligne. Ouais, bon, bah alors qu'est-ce que tu as déjà fait avant? La personne, elle vous parle, on n'a jamais son visage, tout ça. Vous allez suivre quelqu'un pour vous foutre à poil. Vous avez même pas vu son visage. Vous savez, bon, donc vous allez, la crédibilité, la notoriété, le travail de ce... Voilà. Faut aller voir les liens qu'il vous donne, ce qu'il fait comme travail, tout ça. Et après, il faut négocier son prix. Négocier son prix, ça veut dire que chacun estime être satisfait avec une somme d'argent ou autre. Et ce que je dirais simplement, c'est qu'il faut, quand vous négociez, c'est pas lui qui va vous dire pour tel prix, tu me fais ça, ça, ça. Ouais. C'est vous qui décidez. Moi, à tel prix, je fais ça, ça, ça. À tel prix, je le fais pas. Avant de bouger de chez vous, de sortir de votre salon pour cette personne, pour cette organisation, ce machin, c'est que c'est acté à l'écrit par un SMS, un WhatsApp, n'importe quoi. Pour telle pratique, tu auras tel prix, point. Soyez content avec ce que vous prenez comme argent, simplement. Je vais pas dire, ouais, il faut faire ça à tel prix ou ça, ça, ça. Y a pas simplement, soyez satisfait de votre négociation. C'est à combien tu t'estimes, en fait, en termes de... À combien tu estimes ta prestation C'est ça, moi je me rappelle, c'est vrai que ça fait écho ce que tu dis, parce que je me souviens, une période, j'allais tourner pour une production française, et je me rappelle que j'étais dans la voiture avec Mathéo, et que je reçois un SMS où on me dit Elisa, je te préviens, du coup on t'a rajouté une scène anale. Sauf que dans le détail. Comme ça. Même pas on me demande. Alors déjà je faisais pas. Déjà j'ai jamais fait d'anal, que ce soit en création de contenu ou sur de la production. Et là on met ça comme une cerise sur un gâteau. On me dit Elisa, on te prévoit une scène anale en plus. Comme s'il fallait que j'accepte parce qu'il y avait un cachet à la clé et que je devais être contente. Tu vois. Et je me suis dit mais en fait non. Non, ça se passe pas comme ça en fait. Je décide pas à la place de mon cul, quoi. Tu vois, je veux dire, à un moment donné. Ouais, c'est clair. Mais il y a un moment où on voulait me faire tourner avec des filles qui avaient des physiques très particuliers, très très fortes ou des trucs comme ça. Et il y a une fois où on me l'a fait parce que je suis arrivé sur le set et puis je me rends bien compte que c'est pas du tout le type de femme qui m'attirait. Hein, tu vois, chacun ses goûts. Hein. C'est de la même façon que moi, je vais pas attirer toutes les femmes. C'est une évidence, tu vois. Et là, je fais le shoot et tout, la scène sort. Et là, c'est un des gars de l'équipe de Blackhead de Los Angeles qui me contacte, il m'envoie un message, et puis il me dit Hey Joss, qu'est-ce que tu fais?
Parce qu'à ce moment-là, je tournais énormément pour Blackhead. Eux, ils me faisaient venir tout frais payer là-bas. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. J'étais une diva. Et ils me disent, écoute, Joss, t'as tourné avec Riley Reid, tu tournes avec Brandy Love. Là, tu tournes avec cette femme où le physique et l'histoire, je ne parle pas la langue, donc je sais pas c'est quoi l'histoire. Mais ils me disent, c'est pas cohérent avec ce que tu fais, Joss, fais gaffe à ton image et tout. Et là où d'habitude, j'avais l'habitude d'entendre, c'est les femmes qui font attention à leur image, c'est la femme qui doit faire attention à tout ça. Là, d'un coup, le gars m'a expliqué que j'avais une valeur marchande dans le business et que les gens étaient en train de la prendre pour faire leur truc et qu'il allait falloir que je fasse gaffe. Il y en a eu 2 comme ça à me prévenir. Il y a chez Blackhead et un autre en Hongrie, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, moi en tant qu'actrice, j'ai souvent vu sur pas mal de scènes que l'acteur malheureusement était était vu que simplement comme étant une bite, pour parler crûment. C'est un truc de fou, ils ont leur nom, les gars. Pas assez reconnu, jusqu'à sur certains postes X, tu vois qu'il y en a certains qui sont même pas identifiés, zéro reconnaissance concrètement. Donc là, il y a une discrimination que je trouve, il y a une inégalité de fou. Et je trouve ça vraiment dommage. Pareil au niveau de la différence aussi des cachets. On pourra en parler. Oui. C'est vrai que moi le cachet des actrices, moi il me dérange pas par rapport. Voilà. Par contre, je trouve que par rapport à la complexité, au stress, aux attentes de performance demandées aux acteurs, je trouve que clairement vous êtes clairement pas assez payé, quoi. Tu vois, Ah, mais les acteurs, alors voilà, moi je dis les gars, surtout à l'heure actuelle, parce que les gars, ils sont anonymisés au possible, c'est devenu quasiment une règle, ils sont anonymisés au possible. Les gars prennent des produits qui, avant de parler d'efficacité, d'être bons ou pas bons, les gars prennent des produits qui leur coûtent de l'argent. Donc les gars, ils arrivent, ils seront moins payés. Ils seront moins considérés, ils seront pas nommés, et en plus ils se flinguent la santé. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment. Moi je rigole parce que. Oui, parce que toi, je vais le préciser, t'es un acteur naturel. Parce que ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'il y a des acteurs qui vont utiliser des produits pour avoir une érection. Les produits qu'ils prennent là, particulièrement les injections, tout ça, ça dure pas. Si ça dure 1 heure, c'est qu'ils ont chargé comme une mule, mais ils compromettent leur santé, parce que ça peut rester bloqué. Alors moi c'est vrai. Moi c'est vrai que j'ai tourné avec certains acteurs. Je sais que leur érection elle pouvait durer quand même plusieurs heures. Alors j'en déduis qu'ils ont chargé comme des mules. Alors attends, petite interview de vérité. Est-ce que les gars quand même, il y avait des moments où ils faisaient des pauses, ils repartaient aux toilettes? Alors oui, ça arrivait très souvent. Il y avait des breaks. Ça veut dire qu'ils se rechargeaient. J'ai eu des mecs qui partaient aux toilettes. Toutes les demi-heures en moyenne. Il n'avait pas chargé assez, ouais. Voilà, et j'en ai eu qui tenaient, mais de manière hallucinante, pendant 1h30. Chargé comme une mule. Après, elle avait du mal à éjaculer. Oui, voilà. Alors pas tous, il y en avait quand même qui géraient bien l'érection, mais c'est vrai que moi j'ai toujours senti une différence entre les acteurs naturels et ceux qui ne l'étaient pas. Tu vois, au niveau de l'alchimie, de la sensualité. Non, je pense que les gens sont vachement guidés par l'ego. Ils sont contents d'être là, d'être dans ce business qui est pas ouvert non plus à tout le monde. C'est quand même pas si simple que ça. C'est plus simple aujourd'hui d'y rentrer, mais pas tant que ça. Je pense qu'ils sont contents d'y être et que l'ego dépasse la logique du truc, quoi. Tu es en train de flinguer ta santé. Oui, donc quand tu gagnes 250 ou 400 euros, t'en as mis 200 dans tes produits. Enfin voilà, quoi. Je pense que les mecs ne réfléchissent pas à long terme. Alors oui, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une grosse part d'ego et de narcissisme lié au fait que les mecs peuvent tenir des fois, parfois plusieurs heures, même si c'est rare. Mais c'est vrai que moi, je vais quand même pas faire de généralité. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de tourner aussi avec des mecs qui se piquaient, mais ça s'était extrêmement bien passé. Il y avait quand même une belle énergie. C'est pas non plus. Ouais. Et toi, en tant qu'acteur naturel, si tu pouvais donner quelques conseils pour maintenir une érection avec une femme, tu dirais quoi? Quand on dit naturel, ça voudrait dire qu'il y a zéro substance. Il y a quand même souvent, je vais prendre un quart de Viagra ou une moitié de Viagra en fonction de la fatigue, parce que tu vois, quand je roule là régulièrement, en fait, mes trajets moyens, je roule 8 heures. Ouais. Pour aller tourner à droite à gauche. 8 heures. Après, je tourne et tout ça. Je sais que je suis pas un Joss à 100%, je suis un Joss bien diminué, tu vois. Non seulement j'ai cherché l'envie, et puis il faut aller chercher une énergie que t'as pas envie de mettre là, quoi, simplement, quoi. Bien sûr. Donc après, malgré tout, en conseil, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est qu'il faut que les gars comprennent un truc, c'est que il va falloir décortiquer. Tu fais ça pour rentrer dans un business qui te plaît, tu fais ça parce que tu aimes beaucoup le sexe.
où tu fais ça parce que c'est vraiment, tu sens que c'est un business, tu veux devenir superstar et tout ça. Et le problème dans tout ça, c'est que dans la plupart des questions, ça revient à un problème d'ego. C'est pas ce qui permet de vieillir en bonne santé, quoi. Je suis d'accord Hein. avec toi dans le sens où j'ai beaucoup d'hommes aussi, comme toi, je pense, qui t'écrivent, qui m'écrivent et qui me disent écoute, aide-moi à rentrer dans le métier, j'ai envie de baiser de la meuf, pour parler un peu vulgairement. Sauf qu'en fait, comme tu dis, c'est un gros souci d'ego et c'est pas un business plan, enfin, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de mindset d'entrepreneuriat derrière. Et puis il y a surtout une méconnaissance de son corps qui est assez hallucinante des fois. Ils sont complètement déconnectés de la réalité, je trouve, pour beaucoup, en pensant que c'est facile commence à te d'être dire je suis acteur. membré, machin. Ouais. Si j'étais un mec, j'aurais pas fait acteur X. Hein. Parce que quand je vois la complexité que c'est, maintenir une érection, être endurant, critiqué, pas reconnu, je peux te dire, j'aurais pas choisi ce métier. Ouais, Hein. et en plus de ça, à côté de ça, sur une scène, ce qui se passe très 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 souvent quand même, c'est que quand ça ne va pas, mais l'acteur X souvent a plus d'années de métier entre guillemets que l'actrice en face de lui, donc il se transforme aussi en espèce de psychologue, tu vois, ça va pas ou quoi, le réalisateur, le nombre de fois il engueule le mec. Plutôt que d'engueuler l'actrice parce qu'il veut pas la vexer, il va aller au bout de sa scène. Et toi, tu te transformes en une espèce de psy, alors que le problème vient pas de toi. Hein. Toi, t'es derrière en train de faire l'échafaudage pour que ça tienne et tout, parce qu'elle a pas la musculature pour faire le job. Enfin, ouais, non, c'est J'ai chaud. une question là qui me vient tout de suite quand tu me dis ça. C'est du coup, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer dans ce métier et de le faire depuis autant d'années? Alors moi, il y a quand même eu deux phases. Il y a quand même eu deux phases parce que je suis au départ, c'était un côté un peu fun, mais moi, je passais par an, je passais entre 6 et 8 mois quasiment en mer, sans femme. Ah oui. Donc revenu à terre, de faire ce boulot-là, c'était les doigts dans le nez. Il y a eu quand même un truc, ça a été la naissance de mes enfants. On a eu des faux jumeaux là, super heureux et tout, mais on a la tête dans le gaz et d'un coup, les caisses sont vides quoi. Vraiment, les caisses sont vides et là je suis reparti. C'est à ce moment-là que vraiment j'ai un pote qui a dit ouais, c'était la vraie naissance de Joss le Scaf. Je suis parti à l'Est, là, il devait y avoir 600 € sur le compte Jean, tu vois. Et puis, ça m'a servi à l'hébergement pour 2 semaines dans un truc pire que minable. Et puis, la journée, je faisais une scène, 2 scènes, mais moi, j'avais 2 gamins nouveau-nés très fragiles en plus à faire bouffer. Une femme débordée parce que 2 gamins, ils sont pas synchro avec toi, hein, ni entre eux d'ailleurs. Je sais de quoi tu parles. Oui, voilà. Tu fais x2. Moi, je suis vraiment arrivé, c'était pour faire bouffer ma famille, tu vois. Coup de poker, t'as posé tes couilles sur la table et t'as dit maintenant, c'est soit je réussis, quoi. C'est ça, ouais, parce que j'avais pas tellement le choix. En fait, je pouvais retourner les boulots en plongée, l'offshore, tout ça, mais la situation à la maison, c'est la fatigue des jumeaux. Enfin, c'était pas le moment que je reparte 1 mois et demi en mer, tu vois. Les autres solutions qui se présentaient n'allaient pas remplir le frigo ce soir. C'était pas possible. Il y avait vraiment que le porn sur ce moment-là. J'étais là parce que j'avais déjà quand même les pieds dedans et j'y trouvais mes marques. Mais par contre, quand je suis arrivé là-bas, j'étais pas le mec qui arrive, j'en ai une grosse, vous allez voir. Non, c'était fais ta scène. T'avais déjà une posture pro parce que tu savais pourquoi t'étais là, quoi. C'était pas juste pour t'envoyer en l'air, c'était vraiment pour subvenir aux besoins de tes enfants, de ta famille. Donc c'est beau. L'acte, c'est un acte d'amour déjà. Et en plus, il y avait un contraste énorme entre le métier que tu faisais et celui-ci où tu trouvais que c'était quand même assez cool, quoi. Ah oui. J'ai été dans différents métiers où à chaque fois il y a beaucoup d'exigences physiquement et de point de vue discipline. Sans pour autant j'ai été engagé dans l'armée pendant plusieurs années. Et après, quand je suis devenu scaphandrier plongeur, t'as quand même une discipline dans la procédure. Je suis devenu cordiste, c'est pareil, grosse discipline. Tu mets un descendeur à l'envers, tu vas voir. Les moments où tu manques de discipline et de concentration, ça peut se payer, ça peut vraiment te faire mal. C'est un milieu qui est tellement plus léger. Ouais, en fait, ton métier t'a forgé et t'a permis de savoir. C'était une complexité que t'as facilement acceptée, quoi. Travailler en tant qu'acteur, tu t'es dit bon, à côté, c'est acceptable, quoi. Tu sais, moi, je me souviens une fois, on me dit devant, on va commencer à tourner très tôt là, ça vraiment à l'heure parce que l'actrice, on va la récupérer, c'est sûr qu'elle sera à l'heure et tout.
Ah ok, on commence à quelle heure? À 10h30. Ouh, c'est C'est tôt, tard. ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, c'est un autre univers. C'est un autre On est univers. d'accord, on est d'accord. C'est vrai Ouais. que pour avoir travaillé en tant que coach sportive aussi, où la discipline est vraiment mise au premier plan, Bah si oui. on va avoir des résultats, enfin de la préparation physique, en préparation physique c'est aussi pareil, et ça me parle ce que tu dis, ça me parle parce que pour moi c'est aussi une valeur qui est très importante professionnellement parlant, en termes de crédibilité ou autre. Si tu sais pas être à l'heure déjà, pour moi, il y a un gros problème. Tu as un gros problème de posture, il y a un gros problème. Ça en dit long sur ce qui pourra arriver après. Ok. Bah, c'est chouette en tout cas de t'avoir sur ce podcast. Pour ceux qui me suivent un peu sur les plateformes ou qui suivent Joss m'a introduit dans mes débuts. Sur les scènes. Précise, c'est pas moi qui t'ai fait débuter. Alors au départ on a commencé nos premières scènes en France, donc on a rencontré un couple, c'est vrai, avec qui on a eu un bon feeling. On n'avait pas encore fait de création de contenu, si on en avait fait. Non, On je en vous avait avais pas fait, encore je t'avais fait bosser pour moi, je t'avais fait tourner pour moi. Oui, si, voilà, on avait travaillé ensemble. Tu m'as mise en contact du coup avec Rocco et avec d'autres productions. Blackhead Roll. Blacked en effet. Et suite à ça, en fait, ma carrière en tant qu'actrice a démarré. Et depuis, on s'est jamais quitté. Ouais, vous avez squatté chez moi et tout. On a squatté. Après, on a passé pas mal de temps ensemble sur Budapest ou même ailleurs et on a refait un peu de collab dernièrement. Enfin voilà. Ouais. C'est vrai qu'il y a un suivi, il y a une belle évolution, donc ça fait plutôt plaisir parce que tu sais, moi il y a des fois, enfin des fois même très souvent, je sympathise avec des actrices et puis je m'attache pas trop entre guillemets parce que je sens bien qu'elle aura pas la niaque de continuer de façon cohérente. Mm. Pour multiples raisons, c'est toujours très diversifié, quoi. Mm. Et quand j'en vois une qui réapparaît des années après, mais qui a continué, c'est juste qu'on s'est perdu de vue, ou alors que je vois parce que toi, par exemple, je te suis, et je vois qu'elle évolue et tout, qu'elle devient solide dans son business, ça me fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir des alliés, tu sais, je me dis, plutôt que d'avoir essayé de baiser la gueule à cette personne-là, pour obtenir ce que je voulais dans ma scène et machin. Et plutôt que de faire ça et de jouer l'honnêteté, sur le long terme, ça paye parce que quand je revois les gens après des années, ils me jettent rien à la tête, ils sont contents de me voir. Tu vois. Bah ouais, la preuve en est. Tu es sur mon podcast aujourd'hui. Oui, voilà. Je finirai sur une dernière question, Joss. Voilà, ça fait un peu format interview, mais bon, comment tu envisages la suite de ta carrière ? Alors, au niveau carrière, je continue, j'ai sorti mon site. J'envisageais d'en créer un second. Mais je vais déjà faire en sorte que le premier fonctionne correctement. Et là, je suis très branché sur la crypto. Alors, c'est pas d'aujourd'hui. Je suis branché sur la crypto, mais je trouve que ça prend de plus en plus de sens parce que les règles sont de mieux en mieux définies, tu vois. D'un point de vue législatif, même État français, tout ça, ça commence à être de mieux en mieux défini. Et tu peux commencer à envisager d'avoir de la crypto sans être emmerdé et pris pour avoir la loi, quoi. Donc puis ça me fait plaisir de dire en merde aux banques un peu, tu vois. C'est vrai, parce qu'elles m'ont dit merde plus souvent que l'inverse. Donc pour ça, ouais, voilà. C'est un peu ça. Il n'y a pas de grands projets. C'est juste, si, ça va être des collaborations, puisque c'est la mode du moment, entre guillemets, c'est la collaboration. Le jour où il faudra repayer les actrices, il y aura des avantages à les payer de nouveau, tout simplement, quoi. Voilà, donc c'est beaucoup de voyages, de collaborations, une grosse semaine de tournage au mois de fin juillet, début août. Sur le Cap d'Agde. Imagine, j'étais déjà dans le porno, et la baie des cochons, moi je croyais que c'était un peu comme c'est un bord de mer, je pensais que c'était comme la baie des pirates, quoi. J'avais pas compris le lien. Et j'arrive là, et là en fait, je vois, on va pas décrire là, les gens ils peuvent aller sur Google. Et on est sur YouTube, ouais. Voilà, mais ils y croiront pas, mais en tout cas c'est vrai. Et je vois ça, et là je comprends la baie des cochons, les cochonneries, quoi, tu vois. Et je trouvais ça tellement énorme, et je me suis dit, mais en fait, on a quelque chose d'unique au monde que personne n'osera inventer. Mais c'est clair, la Tour Eiffel, le fromage, tout ça, ça a été copié, quoi. Ils peuvent même faire mieux. Mais la baie des cochons, le Cap d'Agde. C'est vrai que ça reste atypique quand même, comme endroit. C'est assez énorme. Ouais. J'en ai une dernière et après. Vas-y. Que penses-tu de la fermeture de PH ? Alors de toute façon, c'est une équipe d'enfoirés, donc ça leur fait les pieds.
Mais Attends, tu parles du gouvernement ou de PH? ah tiens, ça peut s'appliquer dans tous les cas, mais là, je parlais de PH. Je parlais de PH. Non, je parlais de PH. Non, c'est que de Ok. toute façon, c'est très hypocrite. Ils disent que c'est pour la liberté. Ils s'en foutent complètement de la liberté des gens. Protection des mineurs, ça devrait être une évidence. Et de toute façon, ils ont fait tellement de mal parce que pendant des années, on voyait les scènes qu'on produisait, qui étaient volées, qui étaient diffusées chez eux, ils se faisaient de l'argent avec. Simplement, ils monétisaient pas la personne. Et ça les dérangeait pas, donc qu'ils fassent la morale aujourd'hui. En plus de ça, ils ont pas fermé, ils arrêtent de diffuser en France. Mm. La France, c'est pas le centre du monde du tout. Alors ouais, c'est ce que je disais, j'en parlais avec Max aussi, je disais mais en fait à partir du moment où tu continues à diffuser dans d'autres pays, ton site il est pas fermé comme tu dis, il est juste fermé en France, Ah et oui, puis à bien sûr. côté les mineurs vont se diriger vers des sites bien plus crades sur lesquels souvent les vidéos sont volées, donc en fait c'est juste envoyer ailleurs les mineurs quoi. C'est ça, ouais. Il faut qu'en France, on arrête de penser que la France est le centre du monde, que Paris est la règle de la France. Enfin, non. C'est pas plus mal, entre guillemets, mais enfin, voilà, c'est une goutte d'eau. Bah merci pour... Bah, attends, attends, moi je veux savoir, un prochain invité, t'envisages qui un peu là? Jordan Tull, Nice. Jordan Tull avec qui je suis passée sur un interview sur Paris, qui lui fait D'accord. aussi pas mal d'interviews sur Paris mais aussi ailleurs. J'aimerais bien aussi interviewer Cléa Gauthier, D'accord, Manuel Ferrara, puis après pourquoi pas si Anna Napolina est pas fermée à l'idée. Ah, je la vois la semaine prochaine, Anna. Ah ok. En tout cas, merci d'avoir été là pour ce tout premier ITV. Vraiment, ça me fait super plaisir. Très honoré que tu m'aies choisi sur les premiers. Mm. Et puis, ah oui, juste un dernier mot, je suis ton programme sportif que tu m'as fait. Putain, je t'en ai Je même suis pas dessus, parlé. c'est une bonne base, ça correspond complètement à ce que j'ai besoin. Quoi. Super. Tu vois, par rapport à ma mobilité et tout, ça correspond. Tu vois, Super. Il m'a demandé un programme sportif et donc je lui en ai fait un compatible avec son mode de vie d'acteur X. voilà, Au ouais, docteur. c'est ça, c'est complètement ça parce que quand t'es beaucoup en mouvement, la salle c'est pas possible et tout ça. Mm. Mais c'est vrai que maintenant quand j'arrive dans un hôtel où il y a une salle de sport, là j'en profite parce que quand même je prends enfin conscience que le poids pour rentrer dans une intensité c'est quand même plus simple. À partir du moment où tu rajoutes de la charge additionnelle, ça va créer un stress au niveau de ton muscle, donc ça va forcément créer de l'hypertrophie. Normalement, si tu surcharges progressivement, ça va dans une logique d'hypertrophie musculaire, en effet. Bah, super, tu m'enverras une photo de ton corps pour que je puisse constater... J'en ai fait avec des semaines d'écart. Ah, je veux voir. Ouais. Et encore merci à toi pour ton temps et ta bienveillance. Hein. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci pour tout, Joss. Merci à tes auditeurs et puis on se voit très bientôt. Ciao. Ça marche. Gros bisous à toi. Sans filtre avec Elisa Calvi.